Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien pour TV Liberté. Vous êtes eurodéputé Rassemblement National et membre du groupe ID et nous sommes aujourd'hui à Budapest dans le cadre de la CIPAC. Pouvez-vous nous préciser ou nous expliquer l'objet de votre voyage en Hongrie? Écoutez, c'est toujours intéressant ce genre de colloque parce qu'en réalité, d'abord il y a des conférences qui sont intéressantes. Chacun de nous suit certains sujets, donc on va un peu picorer les conférences qui nous intéressent. Et puis c'est aussi l'occasion, comme tous les salons, de rencontrer. J'étais il y a quelques minutes en discussion par exemple avec des Serbes. Ce matin j'étais avec des ressortissants roumains. Donc c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres pays en un seul lieu. Et puis aussi c'est la Hongrie. C'est quand même grâce à Viktor Orban un cas en Europe. C'est-à-dire que c'est, j'ai envie de vous dire, le seul pays qui résiste au double totalitarisme de l'Europe et des États-Unis. Et donc c'est aussi un pays qui est intéressant à observer. Très bien. Qu'est-ce que Viktor Orban vous évoque? Pour vous, la Hongrie de Viktor Orban est un modèle pour la force politique qui est la vôtre en France, un ami politique, un allié. Est-ce que vous pouvez préciser votre position sur la... Ce qui est intéressant, je ne suis pas d'accord sur tout avec Viktor Orban, attention, mais ce qui est intéressant, c'est son raisonnement. C'est-à-dire qu'il dit qu'est-ce qui est intéressant pour la Hongrie. Il ne se demande pas qu'est-ce qui est intéressant pour Bruxelles, qu'est-ce qui est intéressant pour Washington. Il prend ses décisions en disant qu'est-ce qui est intéressant pour la Hongrie. Regardez dans la situation actuelle. C'est par exemple, à ma connaissance, le seul État qui en Europe continue à avoir des accords avec la Russie pour payer l'énergie moins cher. L'Union européenne a décidé de terminer ses relations énergétiques avec la Russie. De ce fait, on achète en réalité notamment du gaz naturel liquéfié soit aux États-Unis, soit aux monarchies du Golfe. Et vous savez comme moi que le Qatar est un exemple de démocratie comme l'Algérie à qui désormais on achète cette énergie. Donc ce qui est intéressant, c'est le raisonnement. C'est-à-dire de dire avant de penser à ce que souhaite tel ou tel de nos alliés, essayons de voir quel est l'intérêt des Hongrois. Et aussi sur le conflit russo-ukrainien, la Hongrie a une position très particulière, c'est-à-dire que depuis le départ, elle refuse les envois d'armes à l'Ukraine. Elle a condamné l'opération militaire spéciale ou le déclenchement de la guerre par les forces russes il y a maintenant un peu plus d'un an. Mais surtout, elle plaide pour des négociations, une paix. C'est la position hongroise qui est tant décriée. Récemment, dans le cadre du retour d'un voyage de Chine, Emmanuel Macron a aussi semblé vouloir bifurquer sur ce terrain-là, c'est-à-dire qu'il a eu des mots relativement durs envers les alliés américains de la France. Et les déclarations d'Emmanuel Macron ont suscité pour certaines personnes de l'espoir en Hongrie. C'est-à-dire qu'on s'est dit enfin, il y a un pays de taille importante au sein de l'Union européenne qui est en train un peu de changer son fusil d'épaule sur la question russo-ukrainienne. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Hongrois? C'est un gros espoir ou ils ont raison? Qu'est-ce que vous leur dites? Je voudrais qu'ils aient raison. Mais malheureusement, en France, on connaît un peu Macron. On sait que la bonne nouvelle du lundi est annulée par le naturel qui revient au galop le mardi et pour le reste de la semaine. Donc, si vous faites référence aux déclarations qui, en clair, disaient qu'on n'est pas obligé de suivre les États-Unis sur le conflit avec Taïwan, Macron essaye par moment de mettre ses pieds dans les bottes du général de Gaulle. C'est vrai que depuis les années 60, la position de la France sur la Chine est très claire. On ne reconnaît qu'une seule Chine. Voilà. Et Taïwan, Pékin, c'est un problème qui regarde la Chine. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'engager dans un conflit éventuel alors que sincèrement, ce n'est pas du tout notre intérêt. On ne s'engage pas dans le conflit au Soudan, on ne s'engage pas dans le conflit au Yémen. Voilà. Et donc, la déclaration de Macron sur Taïwan était positive. Le problème, c'est qu'on sait très bien que Macron n'a aucune... c'est un vendeur de tapis, pardonnez-moi, un vendeur de tapis qui est un chef d'État, mais les gens ont compris que c'est un vendeur de tapis. C'est-à-dire, il est américain avec les Américains, chinois avec les Chinois, et tous les jours, sa position change. Donc, voilà, ne comparons pas Orban, qui a une position claire sur le conflit depuis le début, et à Emmanuel Macron. Moi, je vois surtout qu'Orban a une position qui est
certainement la plus proche de Marine Le Pen. Marine Le Pen est l'une des rares dirigeantes de parti dans les grands pays en Europe à dire il faut une conférence de paix, il faut tout de suite arrêter, la priorité c'est d'arrêter la guerre, parce qu'une guerre ça peut déraper. Et aujourd'hui, tous ceux qui encouragent cette guerre en restant bien au calme dans des studios télé ou sur des plateaux, bien, je serais curieux de savoir si demain on leur demande à ce que leurs enfants soient mobilisés pour aller défendre le Donbass, comment ils réagiront. Voilà. Et Marine Le Pen, au moins, a une position comme Orban qui consiste à dire la priorité, c'est la paix. Et puis après, on a le temps de négocier, etc. Mais pour le moment, encourager une guerre en livrant sans cesse des armes et en étant prêt à se battre courageusement jusqu'aux derniers Ukrainiens, c'est pas forcément, à mon avis, ni l'intérêt de l'Ukraine ni l'intérêt de l'Europe. Mais l'intérêt de la Russie n'est-il pas que ce conflit dure aussi? Non, je ne pense pas que ce soit l'intérêt de la Russie. Vous savez, c'est l'intérêt des États-Unis. Le grand gagnant à la fin de ce conflit, on s'en apercevra, ce sont les États-Unis. C'est déjà le grand gagnant au niveau économique, puisque vous remarquerez que désormais tout son surplus, notamment en termes de GNL, gaz naturel liquéfié, eh bien, il a trouvé un débouché, et en plus où il le vend très cher, c'est l'Union européenne. L'industrie d'armement américaine tourne à fond aujourd'hui. Donc comme d'habitude, le grand gagnant, ce sera les États-Unis. Le grand perdant, ce sera à mon avis l'Europe, parce que comme d'habitude, l'Europe payera la note, et on est habitué. L'Europe paye la note, les Américains prennent les contrats. Donc je pense qu'on a un intérêt à ce que ce conflit s'arrête très vite. Donc cette guerre, finalement, c'est quoi? C'est vouloir depuis Washington prendre l'Europe en un bloc pour mieux la contrôler, ou est-ce qu'il y a des nuances à l'intérieur de l'Union européenne? On s'aperçoit par exemple, sans doute vous ne serez pas d'accord avec cet angle ou cette réflexion, mais la Pologne prend plus en plus de poids. Elle assure non pas un leadership, mais sa voix est de plus en plus entendue. Non, la Pologne assure un leadership. Il n'y a plus de leader. Vous savez, pendant des années, on a expliqué que l'Union européenne allait donner un coffre, un écho supérieur à la politique étrangère française. C'est exactement l'inverse. Il n'y a plus de politique étrangère française sur ce conflit. Permettez-moi un bref rappel en arrière. 2008, la France, en août 2008, est présidente de l'Union européenne. Et éclate ce conflit en août 2008 entre Russie et Géorgie. Que fait Nicolas Sarkozy? Il part tout seul. Il demande son avis à personne, il obtient un cessez-le-feu. 2014, François Hollande part avec Angela Merkel et obtient un accord qui est loin d'être parfait, puisqu'en réalité les combats n'ont jamais cessé, mais au moins les combats ne se sont pas étendus. Il obtient ce qu'on appelle les accords de Minsk. 2022, Emmanuel Macron téléphone. Et il téléphone. Mais en clair, il n'obtient rien. La voix de la France dans ce conflit est totalement inaudible. Et en réalité, qui mène la danse au niveau européen aujourd'hui? La Pologne et les États baltes. On est à la remorque, effectivement, de ces États, que je comprends, parce que la géographie commande la géopolitique. Ces États ont une histoire difficile avec leurs voisins, la Russie. Et donc, je comprends que ces États ont peur de la Russie. Et cette peur, quand on regarde l'histoire, est légitime. Mais ce n'est pas l'intérêt de la France. Et donc, aujourd'hui, la France est en réalité coincée dans cette politique européenne où les Américains, les Polonais et les Américains... C'est exactement la même chose pour vous. C'est la même politique. Voilà. Excusez-moi, les Polonais sont des très bons... Les conservateurs sont au pouvoir et les démocrates à Varsovie, et les démocrates sont au pouvoir à... Ça n'a rien à voir. Le rêve des Américains, c'est de casser du russe, et le rêve des Polonais, c'est de contenir la Russie. Donc ces histoires de démocrates ou républicains, excusez-moi, par rapport aux règles éternelles de la géopolitique dues au voisinage des frontières, ne changent pas grand-chose. Donc les intérêts aujourd'hui de Varsovie et les intérêts de Washington sont les mêmes, même si M. Biden est à Washington et le PiS est à Varsovie. Alors, ce conflit qui a essentiellement lieu dans l'est de l'Ukraine et au sud de l'Ukraine, l'argument qui est utilisé par les Polonais, c'est justement pour revenir à la Géorgie ou à 2014, c'est-à-dire qu'il fallait être plus dur avec les Russes, parce que sinon, en quelque sorte, les prochains sur la liste, c'est nous. Il y a très peu de personnes qui pensent comme ça en Hongrie, assez peu. Mais est-ce que selon vous, on peut entendre ce point de vue polonais qui consiste à dire
les Russes ont une politique étrangère militaire agressive par nature. C'est une puissance qui s'étend. Donc, le risque, c'est que dans quelques mois ou dans quelques années, on ne soit plus dans un cadre complètement russo-ukrainien, mais qu'on ait des frictions dans les pays baltes, en Pologne. Est-ce que, selon vous, c'est envisageable? La puissance qui s'étend depuis 1991, croyez vraiment, c'est la Russie ou c'est l'OTAN? Je vous pose la question. Non, mais moi, quand je regarde la carte, je constate que le pacte de Varsovie a été dissous. L'OTAN avance sans cesse vers la Russie. Il y a un moment, vous vous souvenez comme moi, quand dans les années 60, en 62, si ma mémoire est bonne, quand l'URSS a installé des fusées à Cuba, les Américains ont expliqué que c'était intolérable et qu'on était au bord de la guerre nucléaire. Par contre, qu'on installe des fusées au bord de la frontière russe, on trouve tout ça normal. Non, soyons sérieux 2 minutes, je pense qu'on a loupé le coche dans les années 90. Il fallait insérer la Russie déclinante, puisque dans les années 90, avec M. Yeltsin et avec l'URSS qui s'était effondrée, la Russie déclinante et la Russie à terre dans un pacte de sécurité où tout le monde était, j'allais dire, lié. Et il fallait dissoudre l'OTAN comme a été dissous le pacte de Varsovie. Voilà, aujourd'hui, on est dans une confrontation qui renaît. Et puis, je comprends les inquiétudes des Polonais, je le dis franchement, mais je pense que ce n'est pas les nôtres. Voilà. Vous savez, Marie-France Garot, que tout le monde a oublié, mais Marie-France Garot avait une phrase qu'elle sortait souvent, elle disait « L'Union européenne nous amènera à mener des guerres qui ne sont pas les nôtres et à ne pas mener les guerres qui sont les nôtres. Cette guerre n'est pas la nôtre. Par contre, protéger l'Europe et protéger la France plutôt du flanc sud, c'est-à-dire en clair de la masse migratoire qui arrive d'Afrique, c'est une guerre pour nous, une guerre heureusement beaucoup moins mortelle qu'en Ukraine, mais c'est un enjeu d'avenir. Voilà. Et cette guerre, on ne la mène pas, puisqu'au contraire, l'Union européenne nous prépare un pacte migratoire qui ouvre grand les frontières de l'Union européenne. Donc voilà, on n'a pas les mêmes intérêts que la Pologne, mais je comprends tout à fait les craintes des Polonais. Alors, concernant les craintes, en Hongrie, il y en a. Ça concerne la minorité hongroise de l'oblast de Transcarpathie, en bon français, Subcarpathie, puisque nous sommes de ce côté de la chaîne des Carpates. C'est notamment ce qui explique, le ministre des Affaires étrangères explique que la Hongrie ne veut pas prendre part aux négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN tant que cette question des minorités linguistiques hongroises ne sera pas réglée en Subcarpathie, tant que le pouvoir central de Kiev n'aura pas adouci sa législation qui véritablement persécute cette minorité, même si ce n'est pas encore une persécution physique, mais ça peut venir. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que de facto l'OTAN est peut-être déjà membre de l'OTAN? Donc pourquoi ces négociations? On sait que maintenant c'est public depuis un certain nombre d'années, des instructeurs de l'OTAN sont sur place pour former les militaires kieviens, les envois d'armes. Est-ce qu'il y a une co-belligérance? Et est-ce que d'un autre côté, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN tout simplement déjà maintenant? Ben écoutez, de facto, on est engagé dans une guerre comme si c'était un membre de l'OTAN. Alors c'est vrai qu'on n'a heureusement pas nos soldats sur le territoire ukrainien, mais on voit très bien qu'immédiatement, on nous a expliqué que cette agression contre l'Ukraine était une agression contre l'ensemble des États et qu'au nom des valeurs, on devait se battre. Quelles valeurs on a en commun? L'Ukraine est l'un des États les plus corrompus. Quelles valeurs on a en commun? L'Ukraine, avant même le déclenchement de cette guerre, avait une opposition où la plupart de ses leaders étaient déjà en prison ou exilés. Voilà, je ne vois pas tellement qu'est-ce qu'on a en commun. Quelles valeurs on a en commun? Vous le rappeliez en ce qui concerne le traitement des minorités. Engager l'Union européenne, ou plutôt engager l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN, c'est un pied de plus dans la guerre. Voilà, c'est tout. Vous avez remarqué d'ailleurs que dans ce bâtiment, c'est extraordinaire, il y a 2 entrées. Vous avez remarqué la différence entre les entrées? L'entrée presse et l'entrée normale? Oui, alors l'entrée normale, il y a un beau arche avec marqué SIPAC, etc. L'entrée presse, vous passez dessous le drapeau hongrois et dessous le drapeau de l'OTAN. La Hongrie est membre de l'OTAN. Oui, c'est vrai, mais vous connaissez la blague au Parlement hongrois? Oui, je la connais. Voilà, bon, oui. Donc, allez-y. Non, mais la blague favorite de certains députés, c'est qu'il faut rester dans l'OTAN pour nous protéger des bombes américaines. Mais écoutez, en réalité, je pense qu'on joue un jeu extrêmement dangereux et que l'Ukraine, sa vocation, y compris dans son propre intérêt, c'était d'être
entre les deux blocs et pas du tout être engagé dans un bloc. Parce qu'engagés aujourd'hui dans un bloc, ils sont en première ligne. Aujourd'hui, le pays qui est détruit, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas la Pologne, c'est l'Ukraine. Voilà. Et alors, quelles sont les perspectives en Ukraine? Quelles sont, selon vous, quelle est selon vous la situation qui pourrait satisfaire toutes les parties? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune, soyons sérieux. Au niveau territorial, au niveau politique, au niveau aussi de l'intermédiaire. Est-ce que la Chine va commencer à jouer un rôle dans tout ça? On voit bien que depuis quelques semaines, elle essaye un peu de s'interposer. Est-ce que, selon vous, c'est plutôt bon signe? Qu'est-ce qui risque de se passer? Je ne vois pas tellement aujourd'hui quel plan de paix il peut avoir. Voilà, soyons clairs. Je constate qu'il y a des succès diplomatiques des Chinois, mais aujourd'hui, c'est plutôt au Moyen-Orient. En réconciliant Arabie Saoudite et Iran, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Mais aujourd'hui, je ne vois pas tellement quel est l'accord possible quand on voit les positions russes et les positions ukrainiennes. Voilà. Donc, malheureusement, je crains que cette guerre continue. Très bien. Monsieur Mariani, nous arrivons à la fin de cet entretien. Peut-être une dernière question plus franco-française sur la politique actuelle qui est menée en France. On critique souvent la Hongrie sous l'angle de l'état de droit, de la liberté de la presse, de l'indépendance de la justice. Et souvent, je suis obligé d'expliquer de manière assez générale ce qui se passe en France. Expliquer aux Hongrois, répondez à leurs questions. Est-ce que la France est un état de droit? Est-ce que l'indépendance de la justice est quelque chose un principe qui est respecté? Est-ce que les médias sont libres, etc. Les Hongrois ont besoin de savoir. Écoutez, l'expression état de droit, c'est la nouvelle formule magique pour s'occuper de tout. Parce que quand vous demandez, je vous rappelle que ça n'est défini dans aucun texte. Les textes européens disent l'état de droit, c'est ce qui concerne les valeurs européennes. Alors une fois que vous avez dit les valeurs européennes, c'est quoi les valeurs européennes? Vous pouvez tout mettre dedans. Voilà. Aujourd'hui, je constate surtout que cet état de droit sert à faire en sorte que, côté hongrois ou côté polonais, Bruxelles ait un interventionnisme extrêmement fort dans des domaines qui ne sont pas de ses compétences. L'impérialisme aujourd'hui le plus dangereux, c'est l'impérialisme de Bruxelles, qui veut tout réglementer. Et l'enjeu des élections européennes sera extrêmement important. Pourquoi? Parce que, moi je dis souvent, le monde, surtout en Europe, il y a deux sortes d'États. Il y a ceux qui reçoivent plus et ceux qui payent plus. Ceux qui reçoivent plus, vous avez la Pologne et la Hongrie. Et quand on reçoit plus, on peut être sous la pression de Bruxelles. Vous savez, l'Union européenne, pendant longtemps, a essayé de faire rêver. L'Europe, c'est la paix. Aujourd'hui, elle ne peut plus faire rêver. Donc, elle fait chanter. Si vous ne faites pas ce que je veux, vous n'avez pas de subvention. Et le vrai danger pour des États comme la France, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, moi, je me bats contre ce qu'on appelle les ressources propres. Parce que les ressources propres, c'est quoi? C'est un discours européen qui est extrêmement dangereux, qui dit l'Europe peut percevoir des impôts beaucoup plus efficacement que les États nationaux. Oui, mais après, c'est l'Europe qui les répartit. Et à ce moment-là, l'Europe fait chanter. Vous avez l'exemple aujourd'hui, je le répète, avec la Pologne ou la Hongrie. Demain, ce sera avec la France. Aujourd'hui, c'est avec l'Italie. Moi, je constate que Mme Meloni a une politique extrêmement conciliante depuis qu'elle est au pouvoir vis-à-vis de l'Europe. Et vous savez pourquoi? Elle doit récupérer plus de 100 milliards. Et donc, elle joue un jeu d'équilibre où elle se débrouille bien d'ailleurs. Mais elle a des positions, en revanche, très claires sur le conflit russo-ukrainien. Oui, qui plaisent à l'Europe. Qui ne sont pas forcément les vôtres ou les positions de... Mais soyons clairs, elle a des positions très conformes à tout ce que veut l'Europe, à part la question migratoire. Voilà. Aujourd'hui, je constate que Mme Meloni est devenue une bonne élève. Il lui manque le chapitre migratoire, qui est certes très important. M. Darmanin a déclaré, je crois, très récemment... Non mais attendez, ça c'est un jeu de comédie. Attendez, M. Darmanin, aujourd'hui, pardonnez-moi, c'est un disciple de Sarkozy. Sarkozy, j'ai été un de ses ministres, je connais la méthode par cœur. C'est quand tu es dans la merde, excuse-moi, tu crées un autre problème. Voilà, M. Darmanin nous a expliqué pendant 10 jours en France qu'il allait libérer Mayotte des milliers de sans-papiers. Ça a fini par 4. 4. Oui, 4. 4 qui ont pu être expulsés. À moins qu'il y en ait eu un 5e cette nuit, mais 4. Voilà. Et donc, en clair, c'est un bide. Et donc, quand vous voulez faire oublier quelque chose qui a mal tourné, vous créez une autre affaire dans l'affaire. Donc, aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on ne parle plus de Mayotte. On parle en réalité maintenant de Mme Meloni. Et pour Mme Meloni, c'est du pain rêvé d'être attaquée par Macron, qui est
quasiment aussi impopulaire en Italie que ce qu'il est en France. Donc c'est une sorte de jeu de rôle où chacun se renvoie, j'allais dire, la balle. Mais ce qui est bien plus important pour la suite, et je voudrais y revenir dessus, c'est cette histoire de ressources propres. Parce que je pense qu'il faut que les Français comprennent bien ce que c'est. Ça veut dire que c'est l'Europe qui va percevoir un certain nombre d'impôts et qui après redistribuera l'argent. Et à ces conditions, y compris au nom du fameux État de droit, des conditions qui ne sont nulle part dans les traités. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la Pologne et la Hongrie risque de se passer demain avec la France. Pourquoi ? Parce que bien pour récupérer une partie de ces ressources propres, on sera les pieds et poings liés avec Bruxelles. Donc c'est ça, à mon avis, l'un des principaux enjeux de l'avenir. Et ce qui se passe en Italie est intéressant. Vous l'avez dit vous-même, Mme Meloni est devenue une très bonne élève de l'Union européenne, sauf sur l'immigration. Mais elle veut surtout récupérer plus de 100 milliards que lui doit l'Europe avec le plan Covid. Bien, mais écoutez, rendez-vous l'année prochaine aux élections européennes qui, manifestement, si je vous comprends bien, seront moins boudées que d'habitude. Elles auront un enjeu... Non, parce que je pense que malheureusement, les Français ne comprennent pas l'enjeu de l'Union européenne. Voilà, c'est triste à dire, mais j'ai été député 25 ans en France. Et j'ai été rapporteur de 7 lois d'immigration. À la fin, j'étais découragé parce que ça ne sert plus à rien. Voilà. Vous savez, c'est une sorte de comédie où les députés français déplacent le curseur pour le regroupement familial, pour certaines conditions, mais en réalité, c'est l'Europe, l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, qui aujourd'hui fixe les règles. La seule condition, si on veut reprendre le contrôle de notre politique migratoire, c'est ce que propose Marine Le Pen, c'est-à-dire un référendum pour que désormais toute cette jurisprudence vole en éclats parce que la volonté populaire se sera effectivement clairement exprimée. Voilà aussi pourquoi je soutiens Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce que je pense que pour l'avenir de la France, ce référendum sur l'immigration, c'est l'alpha et l'oméga si on veut garder un peu de ce qui a fait la France dans les années passées. Très bien. Eh bien, nous verrons ce que nous réserve l'avenir. Merci, Monsieur Thierry Mariani. Merci pour vous avoir accordé cet entretien pour TV Liberté et bonne fin de séjour en Hongrie. Merci.